Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro de 38.1. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, d'animation, mais aussi, bien entendu, de l'actualité de la province. Mais on va commencer cette émission, si vous le voulez bien, en abordant un thème qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de la sécurité, de notre sécurité. Nos caméras sont en effet descendues dans le centre de crise de la province de Namur. C'est tout de suite la séquence projecteur. Nous sommes ici sous le palais provincial au centre de crise de Namur, une infrastructure très moderne où se coordonnent les secours en cas de catastrophe ou calamité. C'est ici toute la téléphonie, si vous voulez. Ça, c'est la coordination du gouverneur, ce sont les représentants du gouverneur qui sont ici. Voilà la salle qui incontestablement est la salle qu'on se sert le plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas simplement en temps de crise, mais c'est souvent, je dirais, lorsque nous avons des exercices, lorsque nous préparons certaines choses, et donc c'est un endroit qui est très connu, à la fois de la gendarmerie, des polices, à la fois de la justice, de la Croix-Rouge, de la protection civile. Autour de cette table, le gouverneur et les représentants des 5 disciplines d'intervention gèrent conjointement les opérations de secours, une prérogative fédérale prise très à cœur par le gouverneur Amanda Lem. C'est le premier rôle du gouverneur, c'est d'assurer que dans toute sa province, à la fois toutes les lois, tous les règlements soient bien appliqués. Mais c'est aussi et surtout voir si la sécurité est bien dans la province, au niveau, je dirais, de tout ce qui se passe. Donc c'est un rôle primordial. Et à ce niveau-là, si vous voulez, nous sommes le représentant du ministre de l'Intérieur, je dirais, dans une province, et nous devons, je dirais, en coordination avec les 38 bourgmestres, des 38 communes, assurer cette sécurité. Pour que l'efficacité des acteurs d'intervention soit maximale, la province a notamment investi dans des outils de gestion performants. Ce centre a été, je dirais, vraiment d'application tout de suite, dans la mesure où il a servi pour les inondations, mais il nous sert très régulièrement en matière d'exercice. La dernière fois, c'est ce mois-ci, c'est le 9 septembre, que nous avons eu l'occasion de nous en servir en réunissant, je dirais, toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par le bug 9 septembre 99. Mais en même temps, on a corsé, je dirais, un peu l'événement en supposant qu'il n'y avait dans notre province plus d'électricité et qu'il n'y avait plus le téléphone, de façon à ce qu'effectivement nous puissions voir comment, je dirais, tous ceux qui interviennent en sécurité le feraient. Le 28 juin dernier, un exercice Céveso destiné aux usines chimiques s'est déroulé sur le site de l'usine Solvay à Gemep-sur-Sambre. Plus de 150 personnes étaient mobilisées, tant au centre de crise de Namur que sur le site même. Le scénario catastrophe, une fuite dans une canalisation de chlore à l'intérieur de l'usine. Il y a plusieurs buts à l'exercice. D'abord, tester la connexion entre notre plan de secours interne et le plan d'urgence et d'intervention mis en pratique par la province. Première chose, tester la connexion. Deuxièmement, c'est aussi pour nous l'occasion de parfaire la formation de notre personnel et de celui de nos contractants, parce que plus on fait le test, mieux on sait comment faire le jour où l'incident est là. Participer à un exercice, c'est donc anticiper sur une situation de crise. Il s'agit de vérifier l'efficience de chacun des intervenants, d'évaluer l'efficacité du plan et, s'il y a lieu, d'y apporter les corrections nécessaires. Alors Jean-Paul Bert, quand on parle de crise, à partir de quel moment est-ce qu'on peut vraiment dire que la crise devient provinciale, je dirais ? La coordination s'effectue au niveau provincial dans 3 cas de figure. Tout d'abord, quand ce sont plusieurs communes qui sont concernées par un événement, ou alors dans des cas bien précis tels que des risques nucléaires, des risques chimiques, les plans Céveso, ou encore quand, en raison de l'ampleur des effets de l'événement, il y a lieu de recourir à des compléments de moyens qui dépassent ceux que les communes peuvent mettre en œuvre. Alors on a vu dans la séquence, il y a toute une série de plans qui sont mis en place pour prévenir, je dirais, les catastrophes. Ça doit être extrêmement complexe de dresser comme ça un plan d'intervention. En fait, vous l'avez dit, ce qui importe, c'est de prévoir tout ce qui peut être prévu face à l'aléatoire que représente une situation de crise. Et alors, nous devons là rencontrer 3 fonctions essentielles. La première de ces fonctions essentielles, c'est alerter, bien évidemment, alerter non seulement les autorités pour leur permettre d'exercer leurs compétences, mais également les services qui doivent intervenir. La seconde fonction essentielle à rencontrer, c'est l'intervention. Et là, nous avons réparti l'ensemble des missions opérationnelles à prendre en compte en 5 disciplines. La première, c'est celle qui concerne les pompiers dans la lutte
contre le sinistre. La seconde, c'est tout ce qui concerne le médico-sanitaire, la prise en charge des blessés, des impliqués. La troisième, c'est le domaine de l'ordre public, donc de la gendarmerie, de la police. La quatrième, c'est la logistique, les renforts en moyens lourds. Et enfin, la cinquième mission, c'est l'information, donc les relations avec la presse et la communication vis-à-vis du public. Et bien sûr, troisième fonction essentielle à remplir dans la gestion d'une crise, c'est la coordination dont vous a parlé le gouverneur tout à l'heure. Bien, en tout cas, un grand merci d'être venu nous expliquer un petit peu tout ça aujourd'hui. On va se tourner maintenant vers l'actualité de la province. Quels ont été les événements marquants de ces dernières semaines? C'est tout de suite la séquence provision. La province de Namur a pleuré le départ d'Émile Wauty en ce mois de juillet 99. À 72 ans, celui qui fut le bourgmestre de Dinan pendant 15 ans laisse derrière lui un parcours personnel et politique remarquable. Durant 35 ans, il fut l'une des figures marquantes de la vie politique namuroise. Enseignant de formation, il gravira pas à pas les échelons dès 1958. Tour à tour conseiller communal, échevin, puis bourgmestre de Dinan, mais aussi député à la Chambre, élu sur les listes PSC. Parallèlement, il siège au conseil provincial dès 1974. 13 ans plus tard, il devient gouverneur de la province de Namur. Gouverneur, bourgmestre ou député, l'homme est toujours resté à l'écoute de ses concitoyens, gardant un contact chaleureux avec la population. Malgré l'âge de la retraite, il est resté très actif dans le domaine associatif. Les autorités dinantaises, provinciales et locales ont rendu un vibrant hommage à l'homme, à sa droiture et à sa loyauté. Les choses que je vais aborder ici... Classe verte pour le conseil provincial et le gouverneur invités à constater que la Meuse se porte de mieux en mieux. La cause de cette amélioration, le contrat rivière mis sur pied depuis 7 ans. Aujourd'hui considéré comme une réussite, le contrat rivière était surtout un défi. Les nombreux acteurs de l'environnement ont travaillé main dans la main à la restauration de l'environnement de la Haute-Meuse. Le contrat rivière proprement dit se terminera fin 2001, mais on espère qu'un changement fondamental des mentalités préservera durablement la vallée. Pour sa deuxième édition, le Festival international de théâtre amateur a démarré sur les chapeaux de roue, du théâtre sous toutes ses formes, venu de 5 pays différents, une expérience qui démontre une fois encore qu'outre les mots, le langage du corps participe à la compréhension entre les différentes cultures. Le festival fut surtout l'occasion pour les amoureux des planches de partager leurs projets. Le théâtre dialectal n'était pas non plus en reste, il utilise lui aussi le langage universel des passionnés. C'est le patron de la guinguette. On s'est attablé et nous avons joué au chemin de fer en tête à tête. Comme il perdait trop, il a joué le bistrot. J'ai dit banco, j'ai gagné ma foi et depuis 3 mois, il est à moi. Il y en avait pour tous les goûts au domaine provincial de Chevetogne cet été. Une ambiance rétro flottait tous les soirs aux alentours du restaurant-taverne des étangs du domaine. Dounia, la chanteuse, et Gwenaëlle Mika, l'accordéoniste, interprètent avec passion des airs de Piaf, Barbara ou encore Brel. Ces deux-là aiment chanter dans les cafés populaires. Proches des gens, leur complicité musicale ne fait aucun doute. Et ce n'était pas pour déplaire aux nombreuses personnes venues soir après soir fredonner avec eux les refrains d'hier. Informer les gens que ces services existent, voilà le message du député permanent Bastin au sujet des services médico-sociaux de la province de Namur. Un secteur particulièrement développé dans notre province, elle consacre environ un quart de son budget à ces services, soit près d'1 milliard, et quelques 325 personnes y sont employées. C'est dire si les actions sont multiples et variées. Malheureusement, les informations à ce sujet ne circulent pas bien, d'où l'idée de créer une brochure destinée aux acteurs de la santé et détaillant les nombreux services existants. Une initiative qui vient bien à propos. Les chiffres démontrent en effet que de plus en plus de gens n'ont pas accès aux soins de santé uniquement pour des raisons financières. Les temps ont changé, les grands hôtels engagent volontiers du personnel issu de pays étrangers, mais un bon chef-coq ne fait pas toujours un bon gestionnaire d'hôtel. On leur demande de la polyvalence et des connaissances plus étendues que celle apprise au cours d'un graduat en gestion hôtelière. C'est pour coller à cette réalité que l'Institut supérieur de gestion hôtelière de la province de Namur propose désormais une 4e année de spécialisation en management hôtelier. Elle s'adresse aux gradués en gestion hôtelière, mais également aux étudiants porteurs d'un graduat en économie. Au programme, des cours d'anglais, d'économie, de droit, de marketing, des conférences, des visites en entreprise et bien entendu des stages pour coller au terrain. La nouvelle section s'est ouverte à la rentrée et c'est une première en Belgique.
Nunzio est passionné de percussion, il rêve de partir en stage en Afrique, perfectionner son art pour revenir le partager comme il le fait déjà avec les jeunes de l'espace communautaire de Salzine. Son rêve va bientôt se concrétiser puisqu'il est l'un des 4 lauréats du Fonds Thirionnais, un fonds dont le but est de soutenir les projets des jeunes artistes talentueux de notre province en leur permettant d'aller plus loin dans leur domaine par le biais d'un stage à l'étranger ou de cours de haut niveau par exemple. Les 4 artistes de la QV 99 sont Isabelle Guillaume qui se dirige vers le chant classique, Evelyne Demode, passionnée de claquettes qui partira bientôt à l'école de Broadway, et Pierre Hainaut, violoniste virtuose qui veut perfectionner son art. Petits et grands étaient conviés au premier salon randonnée et loisirs nature au Palais des Expositions de Charleroi. Ce salon novateur, créé à l'initiative de la Fédération du tourisme de la province de Namur, a remporté un franc succès. Au programme, une foule d'idées de petites escapades en famille, un grand bol d'air frais dans les vertes vallées wallonnes. Le public a apprécié diversément selon son âge. Pour les uns, les balades en forêt, pour les autres, la grande aventure sportive. Au total, une expérience réussie pour ce salon qui ne manquera pas d'être reconduite l'année prochaine. On va se tourner maintenant vers le secteur de l'animation, puisque depuis 1947, l'école de cadre a formé plusieurs milliers d'animateurs. Rencontre avec quelques-uns de ceux-ci et témoignages. C'est tout de suite la séquence profil. À l'école des cadres, le monitorat accueillait l'année passée près de 150 candidats. Rencontre avec ceux qui sont déjà passés par là. J'en avais déjà entendu parler, ma sœur l'a fait, elle a trouvé ça génial. Je me suis dit pourquoi pas. J'avais déjà eu l'occasion de travailler avec des enfants, mais je sentais bien qu'il me manquait une formation. Alors c'est pour ça que je suis venue à l'école des cadres. En fait, j'ai une formation d'éducateur à 2 et je voulais perfectionner un petit peu les techniques d'animation parce qu'on n'a pas énormément d'apprentissage de ce côté-là. J'aime beaucoup les enfants et je crois que grâce à l'école des cadres, ça m'a permis d'envisager mes études d'institutrice primaire. La formation du moniteur s'étale sur 2 ans. Les ouvertures qu'offre le diplôme sont vastes. C'est un diplôme donc qui est reconnu par la communauté française en promotion sociale, qui donne accès à tout ce qui est formation avec l'enfance. Donc on peut partir de l'enseignement, les assistants sociaux, le monde de l'éducation, les éducateurs, et puis évidemment, dans ce cadre bien précis, ouverture sur les plaines de vacances et les colonies. C'est une formation assez difficile dans le sens où elle est exigeante, mais il faut être très exigeant lorsqu'on veut s'occuper d'enfants. Formation théorique et pratique, cocktail d'animation, de psychologie et d'activités physiques et sportives, avec des stages sur le terrain. En fait, on est drillé au maximum 24 heures sur 24 pour une fois qu'on sera avec des enfants, on puisse vraiment donner le maximum de soi. C'est très gai, mais en même temps, on apprend quelque chose. On apprend quand même quelque chose, sinon ça ne l'un n'empêche pas l'autre, hein, bien sûr. Surtout au niveau des jeux, d'activités manuelles, on nous donne de la théorie, mais qui est applicable, ce qui est pratique, quoi. Je dirais que c'est complémentaire. Il y a la formation théorique qui est intéressante d'avoir comme base, d'avoir des données donc pour avoir une ligne de conduite, mais l'aspect pratique n'est pas négligeable non plus. C'est pas le rapport prof-élève, on est tous amis, on se connaît tous, on se tutoie et on est beaucoup plus à l'aise. Mais quelles sont les qualités d'un bon moniteur? Réponse des principaux intéressés. Je pense qu'un bon moniteur doit savoir aimer les enfants, les écouter, participer et être dynamique. Avoir énormément de créativité. Être aussi très généreux avec les enfants, leur donner tout ce qu'on a envie de leur donner, quoi. Et il faut être aussi un peu autoritaire, ne pas leur laisser faire n'importe quoi. Lorsqu'ils ont terminé la première année et qu'ils ont fait leur stage pratique, c'est une ouverture vers le monde extérieur et nous les retrouvons en 2e année, souvent enrichis d'une connaissance. Ils sont transformés, ils sont différents. Sans irresponsabilité, contact avec le monde, sociabilisation, je veux dire, ce sont des mots qui sont quand même importants pour ces jeunes qui trouvent des ouvertures et des nouvelles portes qu'ils ne pensaient pas, je pense, au départ rencontrer. Alors avec nous en studio aujourd'hui, Marie-Paul Mikils, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice donc de l'école de cadre. On a un peu l'impression, je dirais, quand on parle de l'école de cadre, qu'on parle uniquement de formation de moniteurs. Or, ce n'est pas le cas.
Non, en effet, dès le début des années 90, la direction de l'époque et le pouvoir organisateur, qui est la province de Namur, ont décidé de diversifier quelque peu les formations. C'est ainsi que la formation d'animateurs pour personnes âgées en maison de repos et lieu de séjour a débuté. Alors quelle est un peu la spécificité, je dirais, de cette animation ? Eh bien, les cours dispensés lors de cette formation sont axés sur une redécouverte de l'expérience et du vécu des personnes âgées, de manière à ce qu'elles puissent retrouver une certaine autonomie qu'elles avaient parfois perdue, et de manière à ce qu'elles puissent réétablir un projet de vie que peut-être également elles n'avaient plus. Alors il y a aussi une autre formation qui vous tient à cœur, c'est une première en plus en partie francophone, c'est la formation pour l'école de devoirs. En effet, oui, il existe en partie francophone du pays plus de 300 écoles de devoirs et c'est la première fois qu'une formation d'animateur en école de devoirs est dispensée. Bien que, je tiens à le souligner, ces écoles de devoirs ne soient toujours pas reconnues officiellement. Alors autre chose aussi, c'est l'animation dans les quartiers, ça aussi c'est tout nouveau. C'est tout nouveau, oui, ça va débuter normalement au mois de novembre et c'est une formation qui est organisée en collaboration étroite avec la région wallonne qui subsidie les communes adhérentes au projet. Alors très rapidement, pour toutes les personnes qui seraient intéressées par l'une ou l'autre formation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien, nous contacter à l'école provinciale de Cadre. Nous sommes installés au campus provincial, rue Henri Blaise, numéro 188 190. Et notre numéro de téléphone est le 081 72 97 40. Bien, tout grand merci en tout cas d'être venu. Je vous en prie. Je ne sais pas si vous partagez un peu cette idée qu'on entend souvent, que la culture est un peu un des privilèges des grandes capitales et des grandes villes aussi. Mais vous allez le voir, dans le sud de la province, eh bien, 2 communes ont décidé de développer un outil culturel, un outil d'animation. Nous allons partir à la découverte de cet outil tout de suite dans notre séquence propos. Houillet, petit village d'un coin de Famenne apprécié par les touristes, héberge depuis 1994 le centre provincial d'animation permanente en milieu rural. Houillet avait déjà son centre dramatique en milieu rural, dirigé par Émile Esbois. Rien d'étonnant donc que l'Office de développement et de promotion de Houillet, en synergie avec le service culturel de la province, mette sur pied un outil spécifique dans le domaine de l'animation. On a fait un projet au niveau du monde rural, pour pouvoir suivre ce qui se fait au niveau culturel dans le monde rural, l'ensemble des activités culturelles festives qui a lieu dans les villages. Notre principe étant, une fois par an, dans un lieu, dans un village, c'est vis-à-vis de ce qui existe, c'est faire comprendre aux gens que c'est important et qu'on peut les aider techniquement là-dedans. Deuxièmement, pouvoir développer avec eux des projets auxquels ils n'ont pas pensé, ou auxquels ils ont pensé, mais pour lesquels ils n'ont pas les moyens. Et nous, on peut, pendant 1 an ou 2, les accompagner et leur donner l'opportunité de développer des projets et trouver le moyen de les financer aussi. Soyons tout à fait honnêtes, la province est un service public. Elle n'est pas très bien connue des administrés provinciaux. Et donc, c'est une façon concrète et pratique de faire connaître la province par les gens. Après avoir travaillé sur différents villages de la commune de Houillet, le centre d'animation s'est tourné depuis juillet vers Beaurain. Grâce à la collaboration de 2 associations beaurinoises, Objectif Jeune et Wapiti, le club de basket, le centre propose jusqu'en avril différents ateliers répondant à la demande des jeunes de Beaurain. Fabienne Robat, l'animatrice provinciale locale, gère le volet administratif du projet, convoque les réunions qui ne manquent pas et répond à la demande logistique. Ils avaient des demandes telles que, par exemple, les sportifs, ceux qui faisaient du vélo, du basket et tout ça, se demandaient, tiens, au niveau santé, où en suis-je quand je fais du sport ou quoi. Donc, cette année, à Beaurain, le 25 septembre, on fait venir, par exemple, le service de l'unité de médecine sportive de la province. Et un monsieur viendra expliquer à ces sportifs, enfin, à tous ceux qui le désirent, les services qui existent à Namur au niveau de tout ce qui est calcul de tests sportifs et tout ça. On leur a expliqué que nous, on développait du théâtre, donc on est allé montrer des pièces qu'on avait fait dans nos ateliers de Wanlin et de Our. Ils ont été intéressés, donc vraisemblablement, va s'ouvrir un atelier théâtre à Winen. Eux étaient demandeurs pour le cirque. Quand on a rencontré ces jeunes de Beaurain, ils étaient très étonnés. Enfin, ils avaient envie de faire un atelier cirque ou une école de cirque. Ils en avaient entendu parler. Pour eux, c'était vraiment inaccessible. Ils se sont dit, on n'y arrivera jamais, ça coûte trop cher, c'est pas possible. Donc nous, on a étudié la question avec le conseiller animateur de Coster de la province.
qui a dit si, c'est tout à fait réalisable. C'est ainsi que le 25 septembre, l'opération En 2000 Place aux Jeunes à Beaurain devait être la vitrine des différents ateliers réclamés et amenés à être développés sur place, histoire de montrer aux jeunes ce qu'ils seront bientôt capables de faire s'ils suivent assidûment les ateliers du Centre provincial d'animation en milieu rural. C'est l'heure maintenant de notre agenda. Quels seront les prochains événements organisés par la province de Namur? C'est tout de suite notre séquence programme. Du 30 octobre au 31 décembre, à la Maison de la Culture de la province de Namur, face, entre portrait et anonymat, la représentation du visage humain dans les peintures de multiples artistes contemporains. Du 30 octobre au 14 novembre, au Centre culturel d'Aiguezé, le monde au bout des doigts, à la découverte d'autres cultures au travers de marionnettes issues des 4 coins de la planète. Du 9 octobre au 30 janvier, au musée provincial Félicien Rops, Léon Huidard, gravures et dessins, une présentation des multiples facettes de cet artiste, allant de la gravure à la sérigraphie, en passant par la peinture. Le 1er décembre, à l'occasion de la Journée mondiale contre le sida, la coordination SIDA Assuétude de la province lance un concours pour tous les jeunes de 15 à 25 ans. Ils feront entendre leur voix par n'importe quel moyen artistique sur les thèmes de l'amitié, l'amour, la solidarité et le sida bien sûr. Du 8 octobre au 7 novembre, le Salon wallon des métiers d'art de Wallonie soufflera ses 5 bougies dans le cadre prestigieux de l'abbaye Saint-Hubert. À l'honneur cette année, un restaurateur et 3 jeunes céramistes. Les 27 et 28 novembre, week-end chez l'artisan d'art. Le bois, le métal ou encore le textile, au total 29 ateliers vous seront ouverts dans la province de Namur. Le Grand 8 coupera le souffle à plusieurs villes de la province, une édition d'émotions fortes assurée par Stella, Michel Boujna ou encore les ligues d'improvisation. Vos zygomatiques qui sont attendus jusqu'au 26 octobre. À partir d'octobre, le TAPS organise un atelier d'écriture théâtrale ainsi qu'une formation sur l'art du conte et du conteur. Le samedi 16 octobre, la province vous convie à son jogging, la 4e ronde des jardins, des circuits de 7 ou de 14 km au cœur du domaine provincial de Chevetogne. L'image à l'honneur, le 30 octobre tout d'abord, où 12 prix seront attribués aux plus talentueux vidéastes amateurs lors du festival vidéo amateur du film de nature au Théâtre Royal de Namur. Du 18 au 21 novembre, ensuite à la Maison de la Culture de la province de Namur, où se déroulera le festival Média 1010, le grand rendez-vous du court-métrage de la communauté française. Et bien voilà, c'est le moment de vous dire au revoir. N'oublions pas évidemment de vous fixer rendez-vous en janvier 2000 pour un prochain numéro de 38.1. Mais avant de vous quitter, Monsieur Paul, comme c'est la tradition, va vous donner un petit conseil environnemental. Il s'agit aujourd'hui de l'utilisation des poudres à lessiver. À très bientôt en tout cas. Au revoir. Monsieur Paul est un homme bien tranquille, sans histoire. Monsieur Paul est aussi un adepte de l'hygiène et de la propreté. Chez lui, tout doit être nickel. Et peu importe les quantités, pourvu que ce soit impeccable. Pas vrai, Monsieur Paul? Oui. Ah oui, vous faites aussi la lessive, Monsieur Paul. C'est très bien, ça, très bien. La poudre à lessiver, là, vous n'exagérez pas un peu, non? Non? Ah bon, d'accord. Et pourtant, tous ces produits vont directement dans votre égout, Monsieur Paul, qui lui va se déverser directement dans la Meuse. Il va falloir traiter toutes cette eau, Monsieur Paul, et ça, c'est un sacré boulot. Savez-vous, Monsieur Paul, que cette eau est celle que boivent les habitants de Bruxelles? En chargeant l'eau de substances diverses et nocives, vous augmentez le coût de sa potabilisation. L'eau coûte donc de plus en plus cher. Vous pourriez utiliser des produits biodégradables et surtout avoir la main un peu moins lourde. Voilà, c'est ça. Vous voyez bien quand vous voulez. C'est parfait, Monsieur Paul, parfait, oui. Les gestionnaires et les usagers de la Haute-Meuse font des efforts. Et vous? Pour trouver des produits moins nocifs pour l'environnement, téléphonez à Réseau Éco-Consommation au 071 300 301. 071 300 301.